Aujourd'hui, pour cette rétrospective, on parle d'un Cronenberg, encore une fois, mais pas de n'importe quel Cronenberg. On va parler de Dead Ringers, qui est selon moi son meilleur film. Donc Dead Ringers, c'est un film qui est sorti juste après The Fly, donc dans les années 80, alors que David Cronenberg était à son plus haut point, je dirais. Et puis, c'est un film qui crée un peu une séparation avec le reste de son œuvre, que ce soit par après ou et surtout avant Dead Ringers. Donc, ce film-là est différent parce que c'est pas un film d'horreur à proprement parler. Je pense qu'il y a des éléments d'horreur. Je pense que il y aurait matière à argumenter que c'est un film d'horreur, mais par rapport aux autres films de David Cronenberg que l'on peut catégoriser dans l'horreur, c'est un film qui est vraiment différent dans son approche du sujet, dans son approche aussi du ton qui est donné à l'histoire. Donc Dead Ringers, c'est l'histoire vraie mais romancée de deux frères gynécologues qui ont un rapport très étrange à la femme et qui, dans leurs expériences, dans leur progression dans le domaine de la gynécologie puis leur expertise, vont virer complètement fou. Maintenant que je le dis comme ça, je vois que c'est un concept de film très à la Cronenberg, surtout lorsque on comprend plus tard qu'il est également question de femmes mutantes, puis de déformation. Donc, on a encore ce rapport au corps-là qui est très présent dans l'œuvre de Cronenberg, mais même si ça a l'air d'être un film classique de cet auteur du cinéma d'horreur, je pense que c'est un film qui est très différent, premièrement, parce qu'il n'est pas du tout graphique, ou du moins, lorsqu'il est graphique, parce qu'il l'est peut-être une ou deux fois dans le film, il l'est avec une certaine retenue, une retenue très froide, très scientifique, qui définit d'ailleurs très bien tout le film. Et puis voilà, au final, ce film-là est plutôt un drama. Donc, c'est un drama sur l'histoire de ces deux frères-là, où on suit en fait leur descente, puis c'est une étude de personnages, comme on dit en anglais. C'est un terme qui est un peu pédant selon moi, mais je pense que ça définit bien ce film-là parce que c'est ça qu'on voit, c'est ça l'intérêt du film, c'est la dynamique qui se retrouve entre les deux frères, puis également la dynamique qui va être brisée entre ces deux frères-là, alors que entre en jeu une femme, une actrice dont le nom m'échappe maintenant, dont l'un des frères va tomber amoureux. Et c'est ce qui va en quelque sorte faire s'écrouler l'empire qu'avaient créé les deux frères. Selon moi, c'est une histoire qui est vraiment belle parce que justement, on traite d'un sujet qui est très particulier, qui est très étrange à la manière de Cronenberg. Donc deux frères gynécologues qui ont un rapport extrêmement pervers au reste de l'humanité de façon générale, mais surtout à la femme. Donc à plusieurs moments, on voit que, par exemple, ils se partagent les conquêtes, comme ils partagent tout dans la vie, à vrai dire. Mais donc, lorsque l'un des deux frères tombe amoureux, c'est considéré comme une sorte de trahison par l'autre. Puis c'est ce qui va permettre, c'est l'élément déclencheur qui va briser le lien qui était si fort entre les deux personnages. Donc oui, c'est des frères, oui, ils sont toujours ensemble, puis ils ont une vision très similaire de la vie, un rapport très similaire, mais ils ont des différences. Oui, on aborde la question justement du fait que c'est des frères jumeaux qui sont extrêmement similaires, mais on joue également avec leur dualité. Donc c'est Elliot et Beverly. Puis, j'aurais de la difficulté à dire lequel est lequel, mais il y en a un qui est plutôt le meneur, la figure masculine, la figure aussi plus expressive, plus extravertie, mais aussi c'est celui qui est le plus rationnel. Puis d'un autre côté, on a cet autre frère qui est plutôt émotionnel, qui est plutôt introverti, et qui fait ressortir plutôt le côté féminin de leur personnalité. Puis d'une façon, on peut voir cette dualité-là comme le revers d'une même médaille. C'est-à-dire que on pourrait l'interpréter comme si c'était les deux facettes d'une même personne, puisque ce sont des frères qui vivent très près l'un de l'autre, puis qui entreprennent les mêmes choses constamment. Mais donc voilà, pour sortir un petit peu des thèmes puis de toutes ces profondeurs-là, je pense que ce qui est intéressant également, c'est la maîtrise avec laquelle le film a été fait, puisque comme je l'ai dit, David Cronenberg est à son meilleur pas mal à ce moment-là. Là. Donc il vient de sortir de son succès avec La Mouche, The Fly, et puis voilà, il y a si on veut le syndrome du deuxième film là, qui peut être en jeu ici. Donc
évidemment, il doit faire un film qui est à la hauteur de ce succès-là, puis il va faire quelque chose qui est un peu différent, comme je l'ai dit, qui aborde moins l'aspect horrifique, qui est plus un drama, mais qui va tout de même aborder certains concepts, certains thèmes qui sont propres à, bien, au cinéma de Cronenberg. Puis il va le faire avec une maîtrise qui est assez forte. Donc, il n'est pas question de lui seulement, mais je pense que si on regarde son apport à ce film, bien évidemment, il y a la direction qui est encore très maîtrisée, très froide. On voit que ça va de pair avec le sujet de l'histoire qui est lui aussi très froid. Puis, on a des plans qui d'habitude sont plutôt fixes, plutôt rapprochés vers les personnages parce qu'encore une fois, c'est plus une histoire qui est centrée sur nos deux personnages principaux, dont j'ai déjà abordé un peu la dynamique qu'il y avait entre les deux. Puis, il va avoir justement le style pour lequel on le reconnaît, qui est plus, qui a tendance à être un peu plus discret que ce qu'on pourrait attendre d'un maître du cinéma comme ça, d'un directeur aussi connu. Mais c'est ce qui fait la beauté du film, je crois. Je crois que ça va vraiment de pair avec le sujet, comme je l'ai dit. Puis, c'est aussi lui qui est à l'origine du scénario. Il y a un autre scénariste qui a été rattaché avec lui, mais ils ont été deux à travailler là-dessus. Puis on voit vraiment que c'est une œuvre qui est propre à David Cronenberg. Je pense que, si je me trompe pas, il y a eu l'idée du film à partir de quelques sources d'inspiration, notamment évidemment les deux personnages principaux qui sont légèrement inspirés de deux réels gynécologues de la vraie vie, deux frères qui sont décédés à un intervalle assez rapproché, là, un peu comme dans le film, en raison de médicamentation, d'automédicamentation. Puis, il y a cet élément-là de réalisme qui a permis, qui a été probablement la source d'inspiration première de David Cronenberg. Puis ensuite, il y a aussi le comic strip Cow Tools, dont je suppose que je vais mettre une image à l'écran, là. Mais voilà, il a pris certains éléments, puis il a réussi à faire une histoire qui est réellement prenante à partir de celle-là. Et puis je crois que l'intention de se tourner vers une histoire qui est plutôt un drame qu'un film d'horreur, ça a été vraiment bénéfique pour lui. Je pense que même si c'est la première fois qu'il joue dans cette tonalité-là, c'est extrêmement réussi, ça fonctionne très bien, puis il va exploiter cette veine-là plus tard dans d'autres films, particulièrement autour des années 2000. Mais ce film-là était un début, puis c'est un début qui est extrêmement fort pour justement l'approche du genre dramatique. Mais évidemment, il n'y a pas que David Cronenberg, il y a également Peter Suschitzky, un nom trop difficile à prononcer, je suis désolé, mais c'est un cinématographe, un photographe plutôt, qui a travaillé beaucoup avec lui. Je pense que ça, c'était son premier film avec David Cronenberg. Il a fait également Star Wars 5, si je ne me trompe pas. Puis son travail de la photographie dans ce film-là est vraiment intéressant là aussi. Évidemment, on va penser, lorsqu'on voit ce film-là, on va penser à les scènes qui se tournent plus vers la fin, lorsque les deux frères virent peu à peu fous, où on a une cinématographie un peu plus expressive. Mais je pense que tout au long du film, on a quelque chose, on a un rendu très froid des situations qui est vraiment bien joué avec l'éclairage, puis le choix des costumes. On a quelque chose de très clinique, quelque chose d'assez marquant, d'assez froid. Et puis ça fonctionne très bien. Je pense que le travail de la photographie est assez marquant dans ce film-là. Puis évidemment, il y a la fameuse scène d'opération où il y a cette espèce d'éclairage très dramatique sur le patient alors que tout le monde est habillé en rouge, en tenue d'opération rouge. C'est une image qui est vraiment marquante, une image qui fait un beau poster de film en tout cas. Puis je pense que c'est l'un des autres points très forts du film, donc la photographie. Mais ce qui est particulièrement marquant dans ce film-là, c'est pas seulement le travail fait derrière la caméra, c'est également le travail qui est fait devant la caméra. Et là, je parle évidemment de Jeremy Irons, qui joue à la fois Beverly et Elliot. Il joue les deux personnages. Et ça va donner lieu à un jeu d'acteur qui, probablement que c'est le rôle rêvé de beaucoup d'acteurs, de jouer deux personnages à la fois, d'être deux fois devant la caméra. Puis ici, Jeremy Irons réussit vraiment bien le pari. Je pense que il y avait été question de plusieurs personnes avant lui pour jouer ces deux rôles-là, mais selon moi, il est vraiment parfait dans ce rôle-là parce qu'il a justement ce regard qui convient parfaitement aux deux personnages. Je pense vraiment que ça a été un choix bénéfique et puis il réussit à nous convaincre dans ce jeu-là. On pourrait rapidement croire que
les deux personnages tourneraient plus vers la caricature, c'est-à-dire que c'est facile de jouer ces deux personnages-là de façon très excessive. Ça leur a été facile de soit trop les différencier, soit de les rendre pareils à l'extrême. Mais donc Jeremy Irons réussit le pari, il réussit à séparer les deux personnages sans les rendre trop différents. Et je crois que c'est vraiment l'un des aspects les plus convaincants du film. Je pense que c'est ce qui permet au film de réellement ressortir du lot. Puis c'est pourquoi, c'est une partie importante de pourquoi j'ai autant apprécié le film. Mais donc voilà, je pense que Dead Ringers c'est un film qui est réellement intéressant dans la filmographie de Cronenberg parce qu'il est différent, mais également parce que on retrouve les thèmes qui sont si chers à David Cronenberg. Puis il y a certains éléments qui vont même qui partent de ce film-là et qui reviennent plus tard dans sa filmographie. Je pense notamment à Crime du futur qui ramène le concept de, en quelque sorte, de concours pour l'intérieur des gens, qui est une phrase vraiment étrange. Je m'attendais pas à la prononcer un jour, mais voilà, il y a certains concepts qui reviennent. Puis on voit que, particulièrement avec Dead Ringers, Cronenberg arrive réellement à approfondir le sujet du corps, approfondir ce thème qui lui est si cher. Et voilà, c'est peut-être mon film préféré de Cronenberg, pas loin avec Vidéodrome sûrement. Mais donc c'est un film que je recommande vivement si vous l'avez pas encore regardé. Puis si vous l'avez déjà regardé, vraiment un deuxième visionnage, pour moi ça a été particulièrement bénéfique. C'était pas la première fois que je voyais Dead Ringers, puis donc il y a certains éléments que je connaissais déjà, mais même en lumière, même en connaissance du scénario, je pense que le film est tout aussi poignant et tout aussi fort. Et voilà, je le recommande donc à tout le monde, même si il faut quand même avoir été désensibilisé à une certaine quantité, pas de body horror cette fois-ci, mais d'étrangeté peut-être. Parce que même si on ne va pas dans l'horreur très graphique, je pense qu'il y a un côté subversif au film qui demeure. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pensé de Dead Ringers. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine rétrospective de l'imaginaire. Alors voilà, merci beaucoup.